Allô mes amis, bonjour, bon dimanche. Nous commençons notre café du dimanche traditionnel et aujourd'hui, comme toutes les semaines, en tout cas ce dernier temps, nous avons un riche programme. Je vais me concentrer aujourd'hui sur les GAFAM. Donc il y a eu aussi beaucoup de statistiques très importantes qui vont affecter les décisions de la Banque centrale américaine dans les mois à venir. On va les toucher un tout petit peu, mais je voudrais quand même faire l'accent plus sur les actions concrètes. Je vais vous parler également de la nouvelle position que j'ai ouverte sur le CAC 40. C'est une position short pour une fois depuis le début de l'année. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai ouvert, comment je l'ai ouvert, quels instruments j'ai utilisés pour trader cette position. Et nous allons faire un petit point sur mes prévisions 2024 que maintenant je me suis engagé de suivre régulièrement. Avant de commencer cette vidéo, mes amis, s'il vous plaît, un like super important pour soutenir la chaîne gratuite MinderCash. Vous savez que c'est le boulot de faire la vidéo. Pour vous, c'est juste un clic, c'est uniquement pour YouTube. Ça m'embête de vous demander à chaque fois, mais c'est important. Inscrivez-vous si ce n'est pas encore le cas, la petite cloche pour être averti quand je publie des nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas que sur Telegram, vous allez trouver bien plus d'informations que sur YouTube parce que c'est mon canal de communication principal avec les abonnés MinderCash, avec notre chère communauté. Pour ceux qui sont abonnés au MinderCash Patrimoine, je vous rappelle que au début de ce week-end, j'ai publié une vidéo où nous avons parlé de PER. C'est pas Price Earning Ratio, mais c'est plan d'épargne retraite. Le sujet phare de cette vidéo destinée aux membres du club Patrimoine est consacré à la préparation de la retraite qui doit faire partie, selon moi, de la stratégie patrimoniale globale. Toutes les informations pour nous rejoindre sont à la description à cette vidéo, comme d'habitude. Allez, nous commençons. Donc mes amis, nous commençons par les actions de GAFAM, les 7 magiques, comme promis dans l'introduction à cette vidéo. La première action que nous allons regarder, c'est Microsoft qui a publié ses résultats trimestriels il y a un peu plus d'une semaine. Les résultats, ils étaient excellents. Cette action, je vous rappelle, elle fait partie de portefeuille MinderCash Patrimoine. C'est une de mes plus grosses positions. Vous voyez le graphique sur votre écran. Quels étaient les résultats et qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc les résultats, ils étaient excellents, comme toujours. Il y a un an à peu près, je pense que j'ai dit que je trouve que Microsoft, c'est une meilleure entreprise au monde actuellement. Je confirme, je suis toujours de cet avis. Il y a déjà certains analystes qui anticipent que Microsoft va remplacer prochainement Apple comme une société la plus rentable au monde et la société la plus valorisée au monde. On va voir, donc si les analystes vont avoir raison, je pense que c'est tout à fait probable, surtout que les deux entreprises sont sur les trends opposés. Si Microsoft elle reprend un nouveau élan avec l'intelligence artificielle, Apple, en revanche, elle est en train de perdre de vitesse sur le vente de ses produits phares. Donc, qu'est-ce qui était le plus important à retenir dans la publication de Microsoft? C'était avant tout pour moi, c'est pas vraiment le consensus qui a été battu sur quasiment toutes les lignes de l'activité, et notamment Azure intelligent, Cloud intelligent, qui est en fait les systèmes cloud classiques qui faisaient partie du cœur du métier de Microsoft. C'est le cloud qui est basé sur intelligence artificielle. Donc déjà, cette nouvelle axe d'activité, il performe vachement bien et mieux que les analystes anticipaient. Mais ce que j'ai retenu le plus, c'est le discours du PDG de Microsoft qui a dit que maintenant, grosso modo, nous passons des paroles aux actes. Donc maintenant, l'AI, chez nous, ce n'est pas juste des logiciels, nous sommes en train de mettre en échelle cette technologie dans nos applications afin d'améliorer les services que nous fournissons à nos clients. Donc maintenant, elles vont embarquer l'intelligence artificielle dans leurs produits phares. Donc Microsoft Office, nous avons déjà entendu de ce helper Microsoft qui va être facturé 30 euros par mois, je crois que même un petit peu plus, que moi je trouve assez cher comme abonnement. Donc il y a beaucoup de leviers de croissance de chiffre d'affaires. Donc si déjà, avec la croissance actuelle, Microsoft affiche des résultats plus que satisfaisants, même impressionnants, il y a encore beaucoup de potentiel. Franchement, pour Microsoft, c'est au plus haut, le cours au plus haut historique, donc je ne vois pas pourquoi cette action aurait pu baisser. Donc évidemment, on peut observer une certaine correction technique qui ne mérite même pas d'en parler, donc on peut éventuellement se retracer sur cette ligne du canal haussier qui a été entamée à peu près en octobre 2023, le tout dernier. Donc après une certaine phase d'une consolidation flat, ce qu'on appelle dans l'analyse technique. Oui, on va faire beaucoup d'analyses techniques aujourd'hui, donc j'espère que ça va être intéressant. Je vous rappelle que je travaille avec Interactive Broker, c'est le courtier que moi je recommande et où je détiens pratiquement toutes mes positions en bourse. Donc regardez si ça vous intéresse dans la description à cette vidéo. Donc si je reviens sur Microsoft, donc pour moi, il n'y en a pas vraiment de raison pourquoi il devrait avoir une consolidation. Nous avons vu
une petite consolidation en mi-2023, donc c'était vraiment rien de méchant, mais s'il y aura cette consolidation, ça sera vraiment un moment d'en profiter, parce que la valorisation de Microsoft aujourd'hui, elle est exigeante, mais elle est tout à fait en ligne avec les résultats actuels, et pour moi, elle ne presse pas le potentiel, parce que le potentiel, il est vraiment énorme. On peut dire que Microsoft ne sont pas les seuls sur le marché de l'AI, c'est sûr, mais par contre, je pense que avoir les moites dans ce que fait Microsoft, c'est beaucoup plus facile que par exemple avoir des moites durables que dans ce que fournit au système d'intelligence artificielle Nvidia. Parce que Nvidia, c'est du matériel, ce sont des chipsets principalement, bon, il n'y a pas que ça, mais principalement, c'est du hardware. Forcément, les concurrents comme AMD, comme Intel, peut-être d'autres qui vont se mettre dessus, tandis que pour Microsoft, il y a un lien qui est très très fort avec leurs clients. Il y a des logiciels qui sont déjà roulés d'après leurs clients, qui fonctionnent déjà dans le mode SaaS. Donc ça veut dire que mode S-Service, quand on paye l'abonnement, par exemple, je ne sais pas si vous faites pareil, moi quand j'utilise Microsoft Office, je paye un abonnement annuel. Quand ils vont m'intégrer le nouveau feature, dans ce cas-là, je devrais juste cocher une case pour dire que voilà, je veux cette nouvelle fonctionnalité dans mon abonnement et du coup, je vais payer un petit peu plus cher. Vous voyez que la concurrence qui va sans doute un jour apparaître, elle aura tout ce travail à faire afin de pénétrer chez le client. Tandis que chez Microsoft, chez Google, chez Meta en grande partie, c'est déjà fait. Donc ça, c'est vraiment les gros moites qu'il arrive à valoriser. Voilà. Et Microsoft est en train de le valoriser de point de vue d'intégration des services d'intelligence artificielle, où ils sont clairement les leaders du marché, en tout cas pour le moment. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à Microsoft, tout simplement c'est que il faut l'acheter à chaque pullback. Je ne peux pas proposer une autre stratégie d'investissement malheureusement. Voilà, maintenant nous passons sur un dossier qui est beaucoup plus délicat, c'est Google. Quand je dis beaucoup plus délicat, j'exagère peut-être un tout petit peu, parce que c'est quand même une société tout à fait comparable, avec des énormes moyens de recherche et développement, mais qui est clairement en retard d'intelligence artificielle. Les deux sociétés, et Microsoft et Google, ça fait longtemps qu'ils ont fait leur choix envers l'intelligence artificielle. Sauf que Microsoft, elle a fait des bons partenariats avec OpenAI, et ils ont déjà un produit qui est opérationnel, donc forcément ils prennent du retard. Mais en tout cas, les deux entreprises ont des énormes moites qu'ils vont forcément valoriser tôt ou tard dans le domaine d'intelligence artificielle. La publication de Google, elle était beaucoup plus compliquée, elle a été mal accueillie par le marché. Pourquoi? Donc la publication n'était pas spécialement mauvaise, mais par contre, elle a indiqué quelque chose qui fait énormément peur les investisseurs de Google. On a déjà beaucoup parlé de ce sujet dans les vidéos sur Telegram, Google versus Microsoft, est-ce que Bing peut un jour concurrencer Google moteur de recherche? Le problème, c'est que beaucoup d'investisseurs voient le marché phare, en fait le marché du moteur de recherche, comme une vache à lait, ce qui est vrai. Et dès que il y a les premiers signaux que Google est en train d'être un petit peu bougé de sa place, de la première place incontestable sur ce marché, dans ce cas-là, elle va subir une revalorisation drastique par les marchés financiers. Et ce qui semble d'arriver maintenant, vous voyez ce gap baissier, ça c'était justement le gap des résultats. Donc là, on peut voir que l'action elle a quand même perdu en une période très courte presque 5%. Vous savez, pour une GAFAM, c'est quelque chose assez important, et surtout pour une entreprise qui a quand même publié globalement des bons résultats, mais c'est tout simplement parce que les investisseurs, ils ont vu qu'ils commencent à perdre de vitesse sur les marchés, pour les premiers marchés qui sont les vaches à lait pour Google. Si Google commence à perdre de vitesse sur YouTube, sur le moteur de recherche, ici la concurrence puissante comme Meta, comme Microsoft commence à récupérer ses parts du marché, ça va vraiment frapper très fort sur la valorisation de Google, et on devra remettre en cause tous les multiplicateurs que aujourd'hui Google affiche et qui semblent ne pas être très chers. Par exemple, quand on regarde le multiplicateur PER, je prends complètement au pif, on peut trouver que Google est un petit peu moins cher que Microsoft, même significativement moins cher, mais par contre, PER intègre déjà les perspectives, je parle évidemment de PER Forward, qui se base sur les pronostics des analystes, il intègre que
il peut y avoir déjà des tensions sur le marché principal de moteurs de recherche et surtout de YouTube. YouTube, c'est vraiment très fragile parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres plateformes qui font la concurrence avec Google. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez si, par exemple, les plateformes comme TikTok, comme Instagram, notamment les Reels, et déjà le changement des habitudes des consommateurs de contenu vidéo peuvent vraiment faire la concurrence sérieuse à Google? Moi, personnellement, je pense que oui. Parce que TikTok, ça devient de moins en moins jeune. Ça démarrait par des très jeunes. Maintenant, c'est plus, déjà, ils grandissent. Et le contenu, avec le temps, va devenir de plus en plus sérieux, même si aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, par exemple, moi, je regarde jamais TikTok. Je regarde énormément YouTube. Je regarde très peu, bon, historiquement, Instagram et Meta. Eh bien, pour moi, c'est quand même très compétitif. Les nouvelles plateformes de partage de vidéos, en fait, elles sont très très compétitives par rapport à ce que propose YouTube. Et les dernières créations comme YouTube Reels, je sais même pas si quelqu'un l'utilise vraiment, YouTube Shorts, c'était plutôt un succès, mais c'est un succès quand même relatif. C'était un succès pour rattraper la concurrence côté Instagram et TikTok. Vous voyez, donc Google, il cède la place dans le leader et il se met dans certains sous-segments de ce marché sur la place de quelqu'un qui rattrape. Voilà, c'est ça qui est problématique dans le dossier Google, et c'est pour ça que, boursièrement parlant, Google est un petit peu à la traîne par rapport aux autres sociétés similaires ou sociétés comparables. Vous savez, quand je préparais ces graphiques techniques pour cette vidéo, j'ai remarqué que Google essaie de rattraper Microsoft, non seulement de point de vue opérationnel et avec leur technologie, mais aussi de point de vue boursier et les graphiques techniques. Je suis revenu sur le graphique de Microsoft et vous voyez qu'à un moment donné, c'était quand? C'était en juillet 2023. Microsoft, elle était à un niveau assez élevé, 366. Ensuite, il y a eu une chute. En fait, bon, après, oui, on peut parler d'une chute quand ça passait de 366 à 312. Ok, c'était quand même une baisse très importante. Et ensuite, nous avons observé une période calme quand elle évoluait dans un certain canal. Dans l'analyse technique, on appelle souvent cet état de comportement de l'action comme une accumulation, parce que les boules et les bears ont plus ou moins la même force. Donc vous voyez que dès qu'il atteint un certain niveau, il se fait vendre, dès qu'il atteint un certain niveau, il se fait racheter. Et ensuite, elle a cassé ce canal à 342, 343, et on est passé dans un autre état qui s'appelle la distribution, où a apparu en trend clair, en trend haussier. Maintenant, si je reviens sur Alphabet, vous voyez que cette chute que nous voyons aujourd'hui sur le graphique de Alphabet, suite au résultat, on peut effectivement interpréter un petit peu comme une chute de Microsoft. Par contre, Microsoft a chuté quand même beaucoup plus. Et éventuellement, avec la correction de marché, dont on va encore en parler tout à l'heure, que j'ai prévu dans mes prévisions 2024, on pourrait glisser un petit peu plus. On pourrait avoir des prises de profit sur pratiquement toutes les GAFAM, hein, en théorie, s'il y aura une baisse de marché. Eh bien, on peut descendre à 130 et pourquoi pas un petit peu plus bas, si on casse la ligne de 200 jours en moyenne mobile. Eh bien, on peut envisager une figure comme ça, que Google descend un petit peu plus bas, et ensuite elle entame également la même période d'accumulation, pendant lequel, effectivement, ils devront proposer quelque chose au marché. Je pense qu'ils vont pouvoir le faire, ils vont sans doute pouvoir le faire, parce que moi je crois tout à fait dans le potentiel de Google, et puis ensuite, on va monter en flèche, peut-être pas en flèche, mais en tout cas, on va entamer une tendance haussière. Si vous me demanderez une prévision par rapport à l'action Google, moi je partirais plutôt sur ce principe. Je pense que Google pourrait encore rester pendant certains moments à la traîne parce qu'aujourd'hui, il ne délivre pas par rapport à ses concurrents directs. Et c'est pas parce que Google est mauvais, c'est parce que ses concurrents sont tellement forts et tellement puissants qu'ils délivrent trop, presque trop, et c'est que Google, dans son état actuel, il a un petit peu du mal à suivre. Eh bien, ça peut faire baisser le titre encore un petit peu plus bas, je dirais vers 130, je vois comme la limite basse, pour ensuite entamer justement cette période d'hésitation où les vendeurs à découvert et les acheteurs vont avoir plus ou moins les mêmes forces. On va rester dans ce canal, et ensuite, une fois que Google trouvera ce repère, il repartira certainement dans le monde AI sans doute, il repartira vers la hausse.
Acheter aujourd'hui pour ne pas rater, pourquoi pas, mais par contre, vous risquez de vous prendre une petite période d'une moins-value ou pas. Après, c'est à vous de voir quel est votre horizon. Si vous avez un horizon genre de 2-3 ans, et voire plus, dans ce cas-là, évidemment, vous pouvez acheter dès maintenant parce qu'il y a déjà une certaine correction que l'action a subie récemment. Voilà, maintenant l'action Meta, tout le monde est impressionné par cette hausse phénoménale de l'action Meta. Ça me fait un petit peu mal au cœur de penser qu'il y a un an et demi, je disais, en plus, je disputais sur Telegram avec certains abonnés que Meta s'était acheté sans réfléchir en dessous de 100 $. Certains me disaient que ça va baisser sur 50, sur 40, sur 30, c'était des choses, voilà. Moi-même, j'étais pas mieux, parce que j'ai gagné de l'argent, mais j'ai gagné des peanuts par rapport à ce que j'aurais pu gagner si j'avais tout simplement acheté à cette époque-là. Donc je vais pas non plus me jeter des fleurs quand j'ai pas fait des gros profits où il fallait les faire, hein, parce que franchement, il y a des situations évidentes parfois sur les marchés. Récemment d'ailleurs, on a eu cette situation sur LVMH, on a eu déjà cette situation sur d'autres actions. Sur Meta également, c'était le cas. Là, c'était en octobre 2022. Voilà, donc j'en ai profité, mais mon profit il était juste ridicule par rapport à ce que l'action l'a fait par la suite. Donc là, depuis le plus bas tout à fait récent, nous sommes déjà à 450%. Donc ça fait exploser le cerveau d'un investisseur. Voilà, donc ceux qui ont acheté à l'époque, donc bravo évidemment, vous êtes trop forts. Eh bien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, Meta a tout simplement publié les résultats qui est meilleur que prévu sur leurs activités classiques, sur la publicité. Pourquoi il y a une telle réaction? C'est très simple, parce que Meta, dans les têtes des investisseurs d'ailleurs, et c'est pour ça qu'ici certains pensaient qu'il allait descendre à 50 et 30, il était en perte de vitesse parce qu'on voyait Facebook comme un peu vieux, on voyait Instagram laisser sa place à TikTok, c'est un petit peu le même débat comme chez Google, sauf que chez Google, ça ne fait que commencer. Chez Meta, ça a duré depuis un certain temps, ça a fait baisser le titre, regardez, ça a fait baisser le titre depuis son plus haut jusqu'à correction de 76%. Vous imaginez? Donc c'est quand même incroyable. 76%, il s'est corrigé avant d'atteindre son plus bas. Et pourtant, tout au long de cette baisse, l'action était très profitable. Vous voyez ce qui peut arriver avec une valeur GAFAM quand les investisseurs commencent à douter que ils vont pouvoir préserver leur moite, leur avantage concurrentiel. J'ai oublié de préciser que moite, c'est un argot de finance investissement, c'est un avantage concurrentiel très fort et durable. Eh bien, là, apparemment, ils ont confirmé clairement aux investisseurs qu'ils gardent leurs avantages concurrentiels, donc il est toujours là. Eh bien, l'action est repartie à la hausse, et maintenant, nous voyons vraiment l'épicentre, je pense, de cette hausse. Pour moi, c'est quand même un peu irrationnel. Donc, que cette hausse-là, je trouvais que la baisse ici était irrationnelle. Aujourd'hui, je commence à penser que cette hausse, elle est quand même irrationnelle aussi. Pourquoi? Ah bah, tout simplement parce que, à part le metaverse, sur lequel Meta a misé beaucoup, et d'ailleurs j'oubliais de le mentionner, c'est quand même cette baisse se faisait également dans le cadre des investissements massifs incroyables dans le metaverse. C'est quelque chose dont j'ai parlé beaucoup justement il y a un an et demi, il y a 2 ans, et d'ailleurs qui me passionne, qui me fascine toujours, cette technologie. Eh bien, euh, cette hausse-là, je n'ai pas l'impression qu'elle est due aux performances de ce segment de Metaverse. Metaverse, on n'entend pas parler, mais si on n'entend pas parler, ça ne va pas dire qu'il n'y a pas de développement en cours. Pendant longtemps, on n'entendait pas parler non plus de intelligence artificielle. Je me souviens, j'ai fait la première vidéo sur l'intelligence artificielle, c'était il y a 4 ans. Donc à l'époque, c'était vu comme un truc bof bof quoi. Voilà. Peut-être Metaverse, ça sera le prochain levier de croissance pour les entreprises de futur. Voilà, pourquoi pas. C'est vraiment une technologie super intéressante. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez que Metaverse, ça pourrait devenir une nouvelle façon de consommer le contenu. Vous voyez, maintenant on a beaucoup de nouveaux contenus, les vidéos, les différentes vidéos de différents types, courtes, longues, etc. Mais on le consomme toujours avec le navigateur, avec notre smartphone, etc., avec 2D, si vous voulez. Par contre, le Metaverse va nous
permettre de consommer ce même contenu d'une façon différente en 3D avec ce sentiment d'immersion, quoi, d'être dedans, dans le contexte, dans ce qui se passe. Voilà, donc, ce que concerne Meta Platforms, pour moi, c'est quand même un petit peu trop. Évidemment, j'irai pas investir maintenant à ce niveau-là dans l'action Metaverse. Dans leurs résultats, il faut que je les relise parce qu'il était publié qu'aujourd'hui. Je n'ai pas malheureusement eu le temps pour les analyser en détail. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu peut-être quelque chose. L'objectif aussi qu'on partage quand vous regardez la vidéo. Qu'est-ce que vous avez peut-être vu d'intéressant par rapport à cette valeur? Pour moi, c'est tout simplement la confirmation que Facebook, ce n'est pas du has-been, c'est Instagram, ça marche toujours. Ils arrivent toujours à faire des profits avec les publicités, mais pour moi, ce n'est pas suffisant pour justifier une telle ascension boursière. Alors, Amazon, c'est un petit peu le même phénomène comme pour Meta, parce que les investisseurs scrutaient le plus les activités cloud de Amazon, qui avaient quelques difficultés dernièrement. Ils ont confirmé que le cloud Amazon, ça performe toujours très très bien, et que Amazon, il a su profiter correctement des fêtes de la fin d'année, de Black Friday, et tout ça, etc., le Thanksgiving. C'est bien et pas bien en même temps. Pourquoi c'est pas bien? Parce qu'on va rejoindre notre discussion sur la macro. C'est que si jamais Amazon dit que les ventes étaient en ligne ou dépassaient leurs attentes, cela veut dire qu'on peut potentiellement avoir de l'inflation à nouveau, parce que la consommation est très forte aux États-Unis, mais pour l'instant, le marché ne l'interprète pas ainsi, parce que pourquoi je veux dire Microsoft, Amazon, c'est toujours une action indicateur, parfois il y en a comme ça, souvent dans l'industrie, de l'activité économique, notamment de la consommation aux États-Unis, parce qu'évidemment, énormément d'achats se fait sur Amazon, et moi-même, je ne suis pas une exception. Donc pour moi, également, vous voyez, c'est presque la même figure technique que nous observons sur Amazon comme sur Meta. Donc il y a une énorme bougie avec un gros gap haussier. Par contre, nous ne sommes pas encore sur les plus hauts historiques, donc on a encore du potentiel. Bon, pas beaucoup, mais on en a encore. Et la hausse, elle est principalement due aux confirmations que les activités phares sont en bonne santé. Vous voyez, donc, pour résumer un tout petit peu, c'est que Google, Meta et Amazon sont plus ou moins dans le même bateau. Microsoft fait son jeu à part et Apple fait son jeu à part également. On verra tout à l'heure Apple. Mais par contre, les autres trois, voilà, que je viens de citer, ils sont un petit peu dans les mêmes circonstances, que les investisseurs regardent deux choses, les potentiels, comme d'habitude, et les activités phares. Est-ce qu'ils sont toujours dedans? Est-ce que leur moite, elle est toujours préservée? Pour Google, c'est pas évident, et en plus, les chiffres confirment que ce n'est pas le cas, qu'ils sont en train de perdre les vitesses, rien de catastrophique, donc ce n'est pas forcément une action qui va chuter demain, mais il y a des signaux inquiétants. Pour Amazon et Meta, c'est complètement l'inverse, c'est pour ça que les actions ont flambé, que les investisseurs avaient peur qu'il y aura des signaux inquiétants, mais il n'y en aura pas eu. Mais il y a un élément très important qui distingue l'action Meta et l'action Amazon. Parce que c'est facile à constater que Meta, elle monte de 21% et Amazon monte de seulement, entre guillemets, 8%. Pourquoi? Tout simplement parce que Meta, elle a annoncé pour la première fois dans son histoire le dividende. Voilà, et il rentre dans le groupe des slow growers, comme dit parfois Peter Lynch. C'est une société qui a déjà pris sa place, c'est une société qui génère beaucoup de trésorerie, et il commence à partager cette trésorerie avec ses investisseurs, non seulement par les buybacks, mais par la distribution des dividendes. Il faut analyser si cette action peut être éligible pour les portefeuilles à dividendes, peut-être pas encore, mais en tout cas, avec le cash qu'ils ont dans la poche, ils ont un énorme potentiel pour distribuer les dividendes. C'est pour ça qu'il y a un énorme écart dans la hausse entre les deux sociétés, sachant que la hausse a eu la même nature fondamentale. Voilà, maintenant Apple. Pourquoi Apple joue son jeu à part, tout comme Microsoft? Avec seule différence que Microsoft, je dirais ça avec un signe plus et Apple avec signe négatif. Apple, il a publié les résultats qui ont déçu sur les ventes de leurs produits phares. Ils ont sorti un nouveau gadget qui est hyper méga cher, qui va avoir du mal à séduire le public. Je sais qu'on disait la même chose sur pas mal d'appareils d'Apple, qu'ils ont finalement réussi de vendre très très bien, mais je pense que cette fois, ça sera pas pareil.
là, déjà, le prix, il est vraiment très élevé. Et après, l'utilité, bon, après, il faut que je regarde parce que j'ai vu dans les grandes lignes ce que propose cet appareil. Moi, personnellement, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais peut-être un jour, ça va m'intéresser et je peux aussi changer d'avis. Mais en tout cas, c'est destiné à un marché ultra premium, vu le prix qu'il demande. En tout cas, Apple, il paye depuis très longtemps le dividende déjà, depuis beaucoup d'années. Ils sont rentrés dans le rang des slow growers, donc j'en ai parlé déjà beaucoup. Chaque fois quand je parle de l'action Apple, pour moi, c'est ne plus une action de croissance. Sur les indices, on peut voir que quand même le trend de très long terme qui a été entamé en 2018, peut-être même avant si je continue la ligne, mais en tout cas disons 2018 c'est déjà pas mal, il est toujours maintenu, on n'en est toujours pas cassé, mais mes amis, je pense que pour l'action Apple, on a tout à fait les chances de casser ce niveau qui sert actuellement de support très fort pour cette action-là, et je peux imaginer qu'elle va évoluer dans un canal beaucoup plus bas. Donc c'est une prévision que moi je fais et je ne vois pas le départ vers le haut comme pour Google nécessairement. Je pense que cette action peut rester très longtemps sans tendance parce que avec le départ malheureusement de Steve Jobs, je sais que ça fait longtemps, quand même cette action il a perdu le peps si vous voulez, mais bon en tout cas ils ont fait beaucoup de produits, mais vous savez il y a un phénomène. Il y a un phénomène que les entreprises qui ont des forts moites, dont le business model est construit de manière géniale, ce qui était sans doute le cas de génie entrepreneurial de Steve Jobs, cette entreprise peut fonctionner et performer encore très longtemps après le départ de son dirigeant. Je trouve que c'est le cas de Tim Cook, qui est arrivé après Steve Jobs. Eh bien, cette entreprise, je trouve, qui est vraiment au bout du souffle. Déjà, ça fait longtemps que les modèles des iPhones, leurs produits phares, n'offrent pratiquement aucune valeur ajoutée. Par exemple, moi, j'ai mon iPhone et ça fait. Je voulais le changer cette année. Je commençais à comparer les modèles, mais je vois pas pourquoi je devrais payer, même payer 200 balles de plus pour remplacer le même. Ça me fera plus cher, mais même si c'était 200 balles de plus, je vois pas pourquoi je devrais le faire, en sachant que ça ne donne pratiquement aucune valeur supplémentaire. Donc voilà, donc mon téléphone est relativement moderne, mais quand même c'est 2 générations en dessous. Donc, et ça me convient tout à fait, je ne vois pas des raisons pourquoi je devrais le changer. Et pour l'AI, l'intelligence artificielle, je ne vois pas où ils en sont. Souvent leur stratégie est de ne pas parler de leur projet. J'espère qu'ils travaillent sur quelque chose, j'espère qu'ils vont délivrer. Sur Metaverse, c'était un petit peu pareil. Donc, pour moi, c'est très obscur, c'est un petit peu une boîte noire, donc je ne sais pas quels sont leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils veulent faire, mais en tout cas, avec des produits qu'ils vendent, qui étaient la vache à lait, comme pour Google, YouTube et Google, comme pour Meta, c'était Facebook et Instagram. Pour Apple, c'est toujours le cas, c'est toujours une vache à lait, ça performe super bien, mais quand même, les signes de ralentissement sont visibles déjà depuis très longtemps, et ils sont en train de s'accentuer. Donc, je suis beaucoup plus inquiet euh, pour cette action que pour l'action Google qui se trouve plus ou moins dans la même situation. Mais par contre, là-bas, c'est plus la concurrence qui arrive. Ici, c'est vraiment la pertinence de la ligne des produits. Voilà, je dirais ça comme ça. Je ne vois pas de levier de croissance supplémentaire pour Apple, tandis que je le vois pour Google. Voilà, ça c'est mon point de vue. Sur Apple, je n'ai pas misé, je ne veux pas miser non plus maintenant. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire par rapport nos chers GAFAM. Maintenant, nous passons au sujet plus macro. Eh bien, cette semaine, c'était la semaine de la Fed. Pourquoi je n'ai pas parlé en premier lieu de ça? Généralement, c'est l'événement le plus important, patati patata. Parce que franchement, j'en ai un petit peu marre de commenter les discours de Jerome Powell. Parce que Jerome Powell, il a fait déjà des discours qui n'ont aucune cohérence par rapport à la Macron en 2018. Après, il s'est corrigé, donc il était plutôt pertinent. Mais je pense qu'après cette crise de Covid, quand il parlait de l'inflation temporaire, qui finalement n'était pas du tout temporaire, maintenant il parlait que l'inflation ralentit, il a ralenti, effectivement, mais après une hausse historique des taux, et en plus qu'il a démarré en retard, avec un énorme retard, il a dû le faire beaucoup plus tôt, et finalement il a arrivé quand même de prendre le contrôle sur cette inflation en utilisant toutes les cartouches qu'il avait dans sa poche. Donc je trouve que vraiment, quand Donald Trump a choisi ce banquier pour prendre la tête d'une institution la plus influenceuse au monde,
je pense qu'il a dû peut-être chercher un peu plus, par rapport surtout à ses prédécesseurs comme Janet Yellen ou Ben Bernanke. Quand même, il y a un gap de compétences selon moi. En fait, c'est pas tellement la compétence, mais c'est surtout parce qu'en fait, elle n'est pas le seul dans le board. Dans le board, il y a beaucoup de personnes et ils ont tous des avis différents. C'est le consensus qui fait la décision. Mais en tout cas, c'est sa communication, elle perturbe à chaque fois les marchés. Vous vous souvenez, en fait, nos vidéos en décembre, parce qu'en décembre, je parlais que l'année 2024, ça serait l'année de rotation. Je privilégiais les actions de value. Je pensais qu'il y aura éventuellement une certaine prise de profit, peut-être sur la tech hors GAFAM, parce que GAFAM, je vois pas pourquoi elle devrait. Il pourrait avoir une prise de profit purement technique, mais je ne voyais pas une baisse significative, parce que ce sont des valeurs qui délivrent tellement de valeur ajoutée, tellement du cash, tellement de trésorerie, de tout ce que vous voulez pour les investisseurs. Je ne vois pas pourquoi les fonds et les différents pension funds, les investisseurs importants vont sortir de ces lignes. Donc pour moi, c'est vraiment no way. Ensuite, mi-décembre, Jerome Powell, elle a parlé. Il a promis, je ne sais pas pour quelle raison, au marché qu'il va faire des baisses des taux l'année prochaine. Donc, du coup, toutes les anticipations de baisse des taux pour 2024 se sont déplacées sur le mars. Avant, c'était en septembre, ou même bon, c'était entre juillet et septembre selon les analystes. Eh bien, le marché a commencé à se faire des rêves. On a profité de bull market. Moi-même, j'ai profité largement de ce rallye de Noël grâce à Jerome Powell qui a promis des rêves au marché. Pourquoi pas? Bon, merci. Moi, je vais gagner de toute manière. Mais en tout cas, je trouve que pour un banquier central, il faut quand même suivre sa communication avant tout. Personne ne lui a obligé de parler de cela. Par contre, j'aimerais bien vous poser la question dans les commentaires. Peut-être vous connaissez un peu mieux, si vous avez suivi un petit peu plus ce sujet. Je me demande si ce n'est pas purement politique. Je n'ai aucune idée d'un niveau de la politisation de la Réserve fédérale. Nous savons que Jerome Powell, comme tous les autres présidents de la Fed, sont nommés par le président en cours, dans l'administration. Quels sont les liens entre la Maison-Blanche et la Réserve fédérale? Nous savons que la Réserve fédérale, c'est une institution privée, contrairement aux autres banques centrales du monde, et les actionnaires, c'est une liste qui n'est pas divulguée. Donc ça fait aussi créer des théories de complot autour de tout cela. Quels sont les liens entre, à part cette nomination, entre le président de la Fed et le président des États-Unis? Grosso modo, je simplifie le discours. Est-ce que c'est juste qu'on l'a nommé et après il le laisse libre, ou bien il y a des interactions systématiques et la Banque centrale, elle joue toujours en faveur de l'administration actuelle dans la Maison-Blanche? Je pense que c'est plutôt le deuxième. Après, dans quelle mesure elle le fait, ça c'est une question ouverte. Eh bien, si la Réserve fédérale c'était une institution politisée, dans ce cas-là, ça me paraît logique. Parce qu'en décembre, c'était un peu à la mode, c'était un peu partout dans les banques centrales dans les pays développés qui ont crié la victoire sur l'inflation. Et pour l'électorat américain, c'est un sujet majeur. C'est un des sujets les plus importants pour l'élection en 2024. Nous savons tous qu'il y aura des élections aux États-Unis. Eh bien, il fallait crier la victoire sur l'inflation. Quand tu cries la victoire sur l'inflation, il a visiblement mentionné qu'il y aura des baisses des taux. Peut-être c'est ça qui explique, parce que je pense que si pour moi c'était évident que en décembre dernier, c'est sûr que l'inflation elle a baissé, mais il a baissé parce qu'il a monté des taux tellement haut et tellement vite qu'il ne pouvait pas faire autrement. Eh bien, structurellement, on ne voyait pas encore de récession en vue. Donc on ne voyait pas que même avec ces taux drastiques, l'économie américaine était en ralenti. Aujourd'hui, cette semaine, quand j'enregistre cette vidéo, c'est le vendredi soir, et on voit que les publications de non-farm payrolls, c'est une des publications les plus importantes du mois, elle est ressortie, mais vraiment nettement au-dessus des attentes. J'ai l'impression que l'économie américaine, même mis à part le PIB qui a été publié la semaine dernière, qui a dépassé largement les attentes des analystes, maintenant on dépasse deux fois les anticipations sur le NFP. Donc, et toutes les autres anticipations aussi, PMI manufacturier, au-dessus des attentes. Tout est au-dessus des attentes. J'ai l'impression que l'économie américaine, elle tourne en plein régime comme jamais. Ça fait un moment que je n'ai pas vu de statistiques comme ça. Et cela se passe avec un taux très haut.
Donc cela veut dire que toutes les cartouches sont utilisées, et maintenant pour ralentir cette machine, si l'inflation reprenne, et n'oubliez pas que, à part cette consommation, on va dire, intrinsèque au sein de l'économie américaine, consommation saine, il existe aussi un risque géopolitique avec les livraisons de l'énergie, patati patata, les hussites, et tous ces sujets-là. Donc nous sommes face à, même si on voyait le ralentissement, je veux dire que avec les risques géopolitiques que nous avons aujourd'hui, on pourrait s'attendre à une reprise de l'inflation. Mais avec les statistiques comme ça, la reprise de l'inflation, elle est quasiment certaine, même s'il ne baisse pas les taux. S'il il baisse les taux, il se tire là une balle dans le pied. Et donc, soit il compte sur les décalages des statistiques par rapport à ses actes, et peut-être ça servira à Joe Biden pour se faire relire. Si je pars de l'hypothèse que la Fed est politisée, ce qui très probablement le cas, mais la question on va dire dans quelle mesure elle est politisée, eh bien, c'est que là que je vois l'intérêt. Mais je pense que la posture la plus logique serait pour Jerome Powell d'être plutôt réservé en décembre en disant que voilà, on a fait le boulot, donc effectivement, il y a du résultat, mais par contre, il faudra surveiller l'économie pour qu'on observe une véritable récession, pour que le risque géopolitique ne nous casse pas les pieds. Bon, évidemment, je ne suis pas un banquier central, je parle un peu langage de rue, mais pas promettre au marché des choses que tu n'es pas du tout certain de délivrer. Voilà, mais c'est ce qu'il a fait. Voilà, bref. Maintenant, aujourd'hui, il a le mercredi, quand elle a parlé, c'était un discours d'une marche arrière, clairement. Donc, elle a dit qu'il va temporiser avec les taux, il faudra regarder. Bon, il a dit tout l'inverse à ce qu'il a dit en décembre. Et maintenant, le marché obligataire est devenu beaucoup plus volatile. On a vu la baisse des taux d'un coup. Maintenant, le vendredi, ça repart très fortement à la hausse. Parce qu'on ne sait pas où aller, c'est normal. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que la Fed va faire, parce que le discours n'est pas cohérent. Et un jour, j'ai peur, un jour qu'on devra payer la facture de toutes ces manipulations de marché, peut-être en faveur des intérêts purement politiques. Voilà, c'est ça que je voulais dire par rapport à la macro aujourd'hui, que l'économie américaine repart à la hausse, les taux sont au plus haut, et je ne vois pas pourquoi il y aura des baisses. Voilà, mes amis, maintenant je fais un petit tour sur mes prévisions de l'année 2024 que je vous ai promis que je vais suivre tout au long de l'année. Donc janvier, les taux sont restés sur place, donc ça c'était facile à anticiper. Ensuite, les marchés risk-on, forcément, donc c'était le risk-on. On a eu un marché très haussier, pratiquement tous les indices sont au plus haut. Mais attention, maintenant le décalage entre les actions hors GAFAM et les 7 magiques, il a augmenté encore plus. Après les hausses notamment de Meta, de Amazon, de Nvidia encore, maintenant c'est vraiment deux mondes différents. Je me demande même s'il ne faut pas suivre plutôt l'indice S&P hors GAFAM et S&P avec les GAFAM. Quand je dis GAFAM, je présume Nvidia également aussi. GAFAM men, si vous voulez. Bref, voilà. Donc, pour l'instant, on dit plus. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes d'accord que j'avais raison ou pas. Pourquoi j'ai des doutes que j'avais raison, sachant que le marché l'a clairement monté en janvier? Parce que je suis honnête avec moi-même, c'est très important que même si vous avez raison, comprendre si vous aviez raison par chance ou par votre bonne analyse, je dois admettre que je pensais que le marché seront haussier en janvier, pas pour les raisons pourquoi il l'était haussier. Ce tableau, je l'ai fait après les discours de Jerome Powell dont je viens de commenter. Et je croyais qu'en décembre, on va nous continuer à vendre cette idée-là que allez, ça y est, les taux vont baisser, baisser, baisser. Mais je pense que finalement, les marchés ont monté en janvier tout simplement parce que le marché il était trop bullish. C'est presque technique en fait. C'est vraiment l'analyse technique presque qui a gardé les marchés haussiers. Parce que dès le 1er janvier, vous vous souvenez que l'année 2024 s'est ouverte par une baisse assez importante parce qu'on a réalisé que probablement il n'y aura pas autant de baisse de taux, qui s'est confirmé par la suite, surtout ce vendredi nous avons vu la confirmation quasiment certaine qu'il n'y aura pas beaucoup d'hausses de taux et ça ne sera pas le paradis non plus. Eh bien, malgré ce changement du cap, nous voyons que les marchés ont resté haussiers. Voilà, et ça c'est très important à noter, c'est que ce n'est pas parce que le discours des banques centrales est resté
très en faveur des baisses des taux et assouplissement monétaire, mais surtout parce que vraiment le marché, il voulait monter. Il était déjà programmé, peut-être que c'est le phénomène des automates, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, vraiment, l'analyse technique et la puissance des boules, des taureaux sur les marchés, il ne faut pas l'ignorer. Et donc, elle était tellement forte, les boules étaient tellement fortes à la fin de l'année 2023, ce que je disais déjà dans mes vidéos, que cette force s'est propagée encore tout au long de janvier, malgré les actualités. Je ne sais pas si vous avez eu la même impression que moi, que quelles que soient en fait, les statistiques qui sortent, quels que soient les discours des banques centrales, le marché, il reprenait, il continuait à monter. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a du cash, parce que le marché veut le monter, et parce que les bulles sont sûres d'eux. Mais ça peut changer. Et selon mes prévisions, ça devrait changer en février-mars, donc très prochainement. Pour cette raison, j'avais entamé la stratégie d'accumulation des positions VIX, qui toujours à l'équilibre, parce qu'elle est déjà au-dessus d'un niveau auquel je l'ai acheté, mais par contre là-bas, les coûts de prime sont importants. Et, je passe évidemment par les options. Et je n'accumule plus parce que bon, déjà c'est plus mon point d'entrée, parce que je l'ai accumulé à 12,50, à peu près. Et je les garde pour le moment. Je regarde ce qui va se passer. À la fin de cette vidéo, nous allons parler de CAC 40. C'est l'indice que je suis le plus maintenant. C'est pas parce que j'aime beaucoup les actions françaises, bon ça aussi, mais aussi parce que S&P 500 est très difficile à analyser à cause des GAFAM, encore une fois. Eh bien, j'ai ouvert une position, un short, mais c'est un short très particulier, que j'ai déjà ouvert beaucoup de fois, vous le connaissez, peut-être surtout ceux qui sont avec moi dans le club Option Invest, vous la connaissez. C'est une position qui gagne de l'argent, soit si le marché baisse, soit si le marché ne fait rien. Donc, pour moi, le temps que le marché reste en dessous de 7800, pour moi, ça me convient. Donc, s'il va faire du flat ou il va baisser, s'il va baisser, je vais juste sortir plus vite de cette position. S'il va rester flat, ça va un petit peu être un peu plus stressant, on va rester plus haut, plus bas. Mais dans tous les cas, je suis content le temps qu'on reste en dessous de 7800, même un petit peu plus, parce que quand j'ai vendu les options, parce que cette stratégie et le débit et crédite mon compte, en fait je reçois de l'argent quand j'ouvre la position, c'est une position short sur les options call, c'est une structure optionnelle que j'ai présentée dans ma formation, et bien elle est créditeur sur le compte, donc ça veut dire qu'il a l'argent qui est payé, parce que j'ai vendu les options à quelqu'un. Eh bien, je suis redevable, en fait, en gros, je suis obligé de faire face à mes engagements en tant que vendeur des options, si jamais, à l'expiration qui va avoir lieu, je crois que j'ai vendu mars, ou avril, bon, bref. En tout cas, si j'arrive à l'expiration au-dessus de 7800, je devrais faire face à mes engagements et du coup acheter le CAC au cours de 7800. Donc si il est à 7900, dans ce cas-là, je vais avoir une moins-value. Mais par contre, mon niveau de ce qu'on appelle le break-even, il est au-dessus de 7800. Par exemple, à 7810 ou 7850, je suis toujours gagnant parce que j'ai quand même encaissé une prime. C'est juste que dès que CAC dépasse 7800, je vais commencer à manger la prime que j'ai encaissée. Et à un moment donné, je veux passer en négatif. Bref, en gros, je ne veux pas trop rentrer dans le monde des options. Ça va parler à ceux qui ça parle, ceux qui veulent rejoindre moi dans le club Option Invest. Vous êtes bien évidemment bienvenus. Je pense que je suis le moins cher du marché, donc pour apprendre les options, je pense que c'est vraiment un très bon premier pas. Et vous allez apprendre les stratégies optionnelles de base pour réaliser les différentes approches très configurables en tant qu'investisseur. Évidemment, cette stratégie, elle vient compléter mes prévisions d'une correction boursière en février-mars, qui par la suite va compléter la position sur le VIX, parce que le VIX c'est aussi une position plus ou moins short, même si c'est beaucoup plus délicat que ça. Donc les experts vont tout de suite me corriger, mais c'est plutôt une position short que long. Et les deux vont me faire la bonne heure, j'espère, si jamais les marchés vont se corriger. Et évidemment, mon portefeuille Minder Cash Patrimoine qui reste long, donc je suis déjà long sur les marchés, structurellement, et cette position sur CAC 40 ainsi que le VIX me sert en quelque sorte d'une couverture dans Edge en cas d'une correction boursière pendant ces 2 mois où je m'attendais à avoir cette correction.
Voilà, mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, s'il vous plaît, en like, c'est très important. Et passez un très bon dimanche. À très bientôt sur Minder Cash. Rejoignez-moi sur Club Option Invest ou Minder Cash Patrimoine, mais surtout sur Telegram qui est complètement gratuit. Tout est dans la description. À bientôt. Minder Cash. Bye bye.